Bonjour, bonjour et bon réveil. Merci d'être là, mesdames, messieurs, en ce mardi, oui, 16 avril. Il y a de cela longtemps, le 16 avril 1940, une personnalité emblématique du mouvement national algérien s'est éteinte. Il s'agit de Cheikh Abdelhamid ibn Badis. Cheikh Abdelhamid ibn Badis qui avait beaucoup donné en faveur justement de la lutte contre l'obscurantisme, de la lutte contre le colonialisme, de la lutte pour la recouvrance de l'identité algérienne, l'identité musulmane également. Donc, Cheikh Abdelhamid Ibn Badis nous a quittés en nous laissant un héritage parmi les plus riches, justement. Évocation s'impose donc aujourd'hui. Nous le ferons en compagnie de Monsieur Greg Hassen, donc qui est qui est donc oui astrophysicien, mais également représentant du ministère des Affaires religieuses et des Waqf, pardon. Aujourd'hui, donc, journée du savoir, en l'honneur justement et en mémoire de Cheikh Abdelhamid Ben Badis, une journée nationale du savoir a été instaurée en 1976. Et aujourd'hui, justement, nous continuerons de parler de l'évolution, de la transmission du savoir chez nous à travers une institution qui fait beaucoup pour les projets innovants, les projets justement novateurs dans tous les domaines d'activité. Il s'agit de l'Envredette. Gros plan aujourd'hui sur l'Envredette avec un représentant de cette institution. Et puis, bien sûr, nous sommes le mardi. Chaque mardi, nous parlons d'art avec Nassiba Jaïdir. Aujourd'hui, dans sa rubrique Mosaïque, Nassiba Jaïdir reçoit Katia Chalel, cette artiste, justement, à l'empreinte un peu particulière. On le verra tout à l'heure. Dans notre matinale, nous aurons le plaisir aussi d'aller sur les pas de Rahim Abdelaziz qui nous emmène aujourd'hui à Tindouf. Il aura l'occasion aussi de s'exprimer par rapport à cette aventure dans les sites archéologiques de Tindouf, parmi les plus riches et les plus insolites de notre pays. Voilà qui est dit par rapport à cette programmation de la matinale Bonjour d'Algérie. J'espère que vous aurez le plaisir de nous accompagner ce matin, ou plutôt le contraire, c'est nous qui vous accompagnons. En tout cas, quelques repères par rapport à la météo, c'est pour tout de suite avec Mina Abed. Avec Mobilis, suivez l'air du temps. Mobilis, partout, avec vous. Bonjour Mina. Bonjour. Ça va? Ça va. Alhamdoulilah, on est toujours dans cette ambiance printanière. Ce matin, je l'ai senti en tout cas. Oui, oui, oui. Les oiseaux gazouillaient, le ciel était bien bleu. Ça va continuer encore, moi, jusqu'à Oui. vendredi. Ah, c'est ma saison, moi, le printemps. Ah, Tant mieux, vous êtes bien servis. Très bien, alors j'ai l'impression qu'il y a le soleil qui domine sur la carte aujourd'hui. Exactement. Qu'en est-il alors? Soleil. Soleil. Soleil, un peu plus de détails. Alors, bonjour à tous. Effectivement, du soleil, et beaucoup de soleil d'ailleurs, sur la majeure partie du pays, malgré un petit peu de brume, en début de matinée sur les régions côtières, avec quelques petits nuages, hein, mais pas grand-chose. Sur les régions sahariennes, du soleil également. Sur le Nord-Sahara, les oasis, l'extrême sud, le Hogar et le Tassili, un ciel plutôt voilé sur le sud-ouest et le Sahara central. Les températures de cet après-midi, eh bien, on notera sur la moitié nord, entre 20 et 24 degrés. Sur les reliefs intérieurs, on notera des températures plutôt en hausse, hein, notamment sur la partie ouest. Sur les régions sahariennes, on notera des températures entre 25 et 30 degrés. De la Saoura vers les oasis, en passant par le nord Sahara, et puis un maximum de 37 degrés, notamment du côté du sud-ouest et l'extrême sud. On passe tout de suite à l'Europe pour aujourd'hui. Eh bien, on notera un ciel plutôt couvert, hein, sur la majeure partie du pays, avec un petit peu de pluie à Paris ainsi qu'à Berne, du soleil à Budapest, Bucarest, Athènes. Côté Mercure, on notera 11 degrés à Varsovie, 8 degrés à Prague, 17 à Budapest, 16 degrés à Bucarest, 12 à Berne, 4 degrés à Londres, 13 à Paris, 18 à Bordeaux, 14 à Marseille et enfin 21 degrés à Madrid. Place tout de suite à l'éphéméride, et puis pour plus d'informations, le site de Météo Algérie reste à votre entière disposition, les 3 w.meteo.dz. Très bonne matinée et à tout à l'heure midi. Avec Mobilis, suivez l'air du temps. Mobilis, partout, avec vous.
ouais, voilà, les voyants qui nous font quand même de mauvais tours le matin. Exactement. Moi, j'avais l'impression que c'était un écran noir tout Un de écran suite, noir, là, à oui. l'instant. Mais non. Mesdames, Messieurs, merci d'être là. Donc, vous avez eu toutes les informations nécessaires concernant la journée d'aujourd'hui, le temps. Il fera beau, bon. Il fera beau, il fera un beau, petit hein. peu chaud. Ouais, il fera un petit Moins peu que chaud. demain, mais il fera quand même un petit peu chaud. La température va monter jusqu'à quel degré Demain, ici ça risque de monter au moins jusqu'à 34 degrés à l'ouest. 34 Oui, degrés, oui. donc on va aller à la plage là, à ces conditions. Pourquoi pas? C'est bien, Pourquoi pas? c'est bien, pourquoi pas. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci, passez une excellente journée, Mina. Bonne journée. Merci. Et puis pour démarrer la journée, mesdames, messieurs, tout de suite une chanson bien rythmée, signée Massa Bouchafa, qui nous interprète aujourd'hui Idjaï. J'espère ne pas avoir trop écorché l'intitulé de cette chanson, qui veut dire voilà, en français, il m'a laissé. Voyons un petit peu à quoi ça ressemble. Voilà, c'était la Massa Bouchafa qui nous interprétait cette chanson qui disait Idjaï. Voilà, je vous l'avais promis tout à l'heure que nous allions sur les pas de Rahim Abdelaziz, mais en fait, inutile d'y aller parce qu'il est là. De toute façon, il est sur le plateau. Bonjour Rahim. Bonjour. Merci de nous faire le plaisir et l'honneur de venir parler un petit peu de vos aventures. Elles sont multiples à travers le pays. On est loin des aventures. Ah bon? On ne fait que marquer des haltes pour Des haltes. mettre en valeur les divers patrimoines dont disposent les différentes régions du pays. Oui. Et cette fois-ci, on a apporté quand même des éclairages sur la région de Tindouf, Oui. dont le territoire dépasse au moins 4 fois la superficie, comme on l'a noté, du royaume belge. Oui, du royaume Excusez belge. du peu. Et c'est vrai que Et c'est tout le territoire qui est classé en tant que parc culturel et naturel, très bien. C'est un parc, justement, le parc naturel qui reste méconnu. et culturel de Tindouf. Vraiment, c'est une station particulière parce que le patrimoine de cette région est particulier. Il y a des vestiges naturels, entre autres, Biologiques, et surtout. biologiques qui n'existent nulle part ailleurs dans notre territoire. Il s'agit notamment de l'arganier. Oui, l'argane, voilà, l'arganier est très présent dans cette région, mais aussi les monts, je ne sais pas comment on appelle ces montagnes comme ça qui sont rasées. C'est d'anciennes formations géologiques connues sous le nom de Jbel Ouarkzis. Ouarkzis, voilà, tout à fait. Qui Je l'avais domine visité en un nord. jour. Oui, C'est des formations volcaniques oui, voilà, qui c'est des confèrent montagnes qu'on ne trouve au pas. paysage Oui. vraiment. C'est des paysages à couper le souffle.
Absolument, absolument. En fait, des paysages lunaires uniques chez nous, donc qu'on peut voilà, voir uniquement à Tindouf. Donc ces monts, on ne les voit pas ailleurs dans une autre région. Là, on vient de voir une image qui vient de passer. C'était une image, je pense, d'un tumulus. Et les tumulus sont nombreux dans cette région. On en croise un petit peu partout. L'homme, l'homme a bel et bien habité, et ça remonte à plus de 2000 ans. Ces massifs montagneux de l'Ouargzis, y compris le sud, parce qu'elles disparaissent plus on descend vers le sud, c'est-à-dire Rajbilet, aux frontières, aux confins des frontières mauritaniennes, elles disparaissent pour ressurgir dans une autre région volcanique, à savoir le Chnachin, Oui. qu'on aura l'occasion de voir. Il faut dire que Tindouf aurait pu être comment dire, une plaque tournante même, une station touristique, mais elle ne l'est pas parce que justement cette proximité aux frontières fait qu'il y ait des conditions de déplacement assez particulières qui empêchent peut-être un flux touristique de s'installer dans cette région, n'est-ce pas? Ils sont en train de s'équiper à une cadence vertigineuse, mine de rien. Oui. Il y a ils sont en train de lier Adrar, Oui. Adrar à Tindouf, les travaux ne sont pas loin d'être réalisés à 100%. Il ne reste que 120 km à goudronner. Voilà, ça restait difficile d'accès depuis C'est quelque des temps. moyens de communication. Et il faut savoir, pendant le Moyen Âge, et au, dé- au Moyen Âge surtout, Tindouf en tant que tel constituait un véritable carrefour Oui, entre les différents pays du Sahel, oui. à savoir le Niger, le Tchad, la Mauritanie, le Mali et le Maroc. Tout à fait, tout à fait. Elle était quand même dans ce qu'on appelait jadis cette route du sel qui De reliait l'or toute, et du voilà, de sel. l'or et du sel, bien sûr, qui reliait Du l'ouest temps du à l'est. troc. Du temps voilà, du temps où il n'y avait pas encore la monnaie en vigueur aujourd'hui. Donc, Rahim, je pense qu'on va essayer quand même d'aller sur vos pas sur place, quand même, je l'avais dit tout à l'heure. On va On va peut-être vous suivre à Tindouf et continuer cette conversation juste après, Ok. après avoir apprécié ces paysages uniques. Au nord-est de Tindouf s'étend le site mégalithique de Oued El Khor. Le site de Oued El Khorb, ou plus précisément Smaïra, constitue un parcours pour le cheptel et les nomades de Omlassel. À la fin de chaque saison d'été, ils s'y établissent grâce à l'abondance des plantes fourragères. El Khorb est aussi un site rupestre. À même Oued El Khorb, on découvre aussi des dalles de basalte renfermant des gravures rupestres de la période camélienne. Il s'agit bel et bien de la période où l'homme a dompté le dromadaire pour en faire un moyen de communication. Ça y est,
Eh ben, moi, j'étais curieuse de voir davantage. Mais c'est vrai que moi, j'avais vu de petits vallons un peu plus sombres que ceux-là. Ceux-là, ils sont en terre. Et des petits vallons un peu plus sombres avec des tumulus encore plus imposants. Très grands et où les dalles à Rajbilek, tout à fait. Oui. Au niveau C'était de beau. Oued Awint Balagra, Oui, c'est des tumulus. Vous savez, les tombeaux funéraires, ils sont hiérarchisés, aussi bien dans le temps que dans l'espace. Et ils traduisent de près la hiérarchie de la société existante. oui. C'est-à-dire, il y a des nobles, on ne peut pas disposer d'une tombe. Voilà, du chef au plus petit, Voilà. justement. C'est des tombeaux princiers, royaux, Qui sont très beaux, qui sont encore intacts. C'est ça, monumentaux. Ils sont en intacts. état. Ils sont loin d'être dégradés. Oui. Et pourtant, ce n'est pas une œuvre monumentale. Ce sont juste des dalles de pierre juxtaposées, superposées, donc comme ça, selon un alignement, bien sûr, qui répondait au rite de l'époque, j'imagine. Et ils sont liés à tout un système de croyances qui traduit le degré de civilisation, la communication entre ce type de société. Et ça a évolué. On trouve même des monuments funéraires sous forme de L, Oui. d'autres. Des basinas aussi. Des basinas, c'est les Encore ancêtres. antérieurs au Ouais, ouais. tumulus, oui. C'est les premiers édifices mortuaires. Tout à fait. Et on prétend aussi, mine de rien, que les basinas sont les ancêtres des pyramides. Oui. Est-ce que l'homme de notre Sahara, qui a effectué des déplacements pour survivre et atteindre le Nil, Oui, à l'époque, de toute façon, il y avait des confluents du Nil qui arrivaient jusqu'à l'ouest, justement, du continent, paraît-il. Le fleuve était beaucoup plus grand, plus imposant. Il y avait aussi d'autres fleuves tout aussi importants qui ont disparu, bien sûr. La désertification a fait que la nature change, mais il y avait énormément d'échanges au nord africain. tel Oued Awint Balagra, qui dans le lit existe toujours, et les traces à travers des fossiles marins Oui. qu'on peut percevoir de près. Et à côté On de peut, ces... en marchant justement à Tindouf, dans certains sites, en marchant, donc on peut retrouver ces vestiges, ces fossiles ammonites. qui sont à portée de main, c'est-à-dire que visibles en surface, et c'est assez particulier. On peut même les fouler, notamment au niveau du site du lac de Moi, je ne me Ouargzis. rappelle plus du nom, mais c'était un site qui s'étendait à perte de vue, où il y avait des fossiles de partout. Mais bien sûr que les personnes qui nous regardent ce matin c'est au niveau des ne se disent pas, sphéhat. allez, on va ramasser des fossiles. Non, c'est interdit. De grosses ammonites, Oui. de De géants. belles ammonites bien conservées, Et des qui coquillages sont des géants. coquillages géants. Et certains, justement, ont tenté justement d'en prendre dans leur Il y a un bagage. trafic. Mais il y a eu un trafic, mais grâce à une formation dispensée au personnel douanier, donc par justement les éléments du parc, qui veillent justement au grain par rapport à ces vestiges, la douane joue un rôle important et intercepte souvent ces Contrebandiers. ces petits contrebandiers. Non, parfois ce sont de simples voyageurs qui sont tentés de garder des souvenirs. C'est de la En fait, il faut contrebande. dire que ça devient de la C'est la contrebande. dégradation des Voilà. sites. Et ça dégrade le site, ça l'appauvrit, donc il faudrait laisser les choses sur place. Le musée de Lassel, pardon, au nord-est de Tindouf, justement, renferme tout un ensemble de galeries où on peut regarder de près ces vestiges, des reliques d'un temps passé. Oui, en tout cas, c'est une région minière parmi les plus riches du pays. Le fer était très, très exploité dans ces régions. D'où Justement, quand des ça endroits, voilà. faire redémarrer le site de Rajbilet, mais attention, là, il y a un problème qui risque de se poser. Est-ce qu'on va conserver ces monuments funéraires, les tumulus notamment? Je pense qu'avec la présence du parc national de Tindouf, il Ils y a sont une recensés, réflexion, répertoriés. un travail, voilà. Et est-ce qu'ils vont jouer Espérons. le jeu
d'ici Oui. là. C'est là, Espérons. c'est là la problématique. C'est là la problématique que vous posez aussi dans votre documentaire. On peut parler un petit peu de la diffusion de ce documentaire? C'est en cours de montage. Il y a toute une série qui est consacrée aussi bien concernant la biodiversité que le patrimoine archéologique existant au niveau de Tindouf. En tout cas, on a eu la primeur aujourd'hui grâce à vous. Merci de nous avoir fait le plaisir justement de partager cette première étape de ce voyage donc à travers Tina. Enfin, c'est pas la première, c'est la seconde qu'on découvre. C'est des avec haltes vous. qu'on a marquées. C'est de belles Justement haltes. pour sensibiliser les gens afin de préserver ce parc, ce nouveau-né. Oui, tout à fait. Et Merci. jeudi prochain, on aura l'occasion de voir une autre station. Excellent. Donc jeudi prochain, on vous attendra avec beaucoup de plaisir, Rahim Abdelaziz, et puis on vous souhaite bon vent pour le montage. Merci Et dès beaucoup. que ce sera prêt, donc on annoncera avec plaisir la diffusion de ce beau documentaire consacré à Tindouf. Merci beaucoup. Merci mesdames, messieurs d'être avec nous. On va parler d'art dans un petit moment avec Nassiba Jaïdir, mais avant plantons un peu le décor avec ce reportage signé Nour El Houda Bouzgaou qui nous fait découvrir la dextérité d'un artisan. Il s'agit de Benikous, un artisan qui a choisi pour support le bois essentiellement. Il en fait des merveilles, voyons cela. Depuis les années 80, Benikous, artiste peintre, nous offre un voyage richement coloré à travers ses œuvres d'art. Des œuvres essentiellement en bois, le travail final conjugue à la fois l'utilité de l'objet et son aspect décoratif. J'ai commencé en 1900, à peu près 79-80, j'ai commencé chez moi à la maison. Alors, j'ai préparé pour le coffre, le trousseau de la mariée, et le coffre bijoux, le miroir, et le lit c'est un d'or, le lit le bébé d'or. Voilà, et aussi les plateaux, et les canapés et les poufs. C'est moi qui fabrique le bois. Je prends une petite machine à la tissanteuse, on découpe. Voilà. Mais après, je mélange l'huile, il y a bien posé, et après, je prends mon crayon, on fait la création. Benikous, dont le pinceau est en parfaite conciliation avec l'acrylique, donne libre cours à son imagination. Hautement colorées, les œuvres nous rappellent le courant artistique arabo-musulman. Enluminure fine ou encore floralie. Ceci dit, Benikous épouse parfaitement d'autres courants artistiques tels le cubisme ou encore l'impressionnisme. Alors moi j'ai fait le dessin de l'oiseau, c'est un printemps, et des fleurs, c'est un modèle, et aussi l'autre, un corps, le style Mourette arabesque, à Girouin de la Casbah. Voilà, et aussi les tableaux de l'enlumineux traitant. Voilà. Alors vous êtes très inspiré par la culture arabo-musulmane, en fait. Oui, on peut dire ça. Le corps de Adjiroua, c'est musulman, arabe. Mais l'autre, c'est le modèle, c'est un modèle. Ça, c'est à part musulman, l'autre, à part, c'est modèle. Ouais, c'était horrible ça. Ah, surprise par la caméra encore une fois. Il n'y a pas de souci. Merci d'être là, mesdames et Ce messieurs. sont les Donc, je vous aléas du l'avais direct, promis. hein. Oui, Nassiba Jaïdir, voilà, qui s'exprime à l'instant. Bonjour. Bonjour Adia, bonjour à vous tous et ravie de vous retrouver tous les mardis pour vous faire voyager dans le monde de la couleur. Rien que de la couleur. Absolument. Donc on y était déjà avec Benikous, Oui. ce malentendant qui a dépassé son handicap. Qui a beaucoup de talent. Hein, oui, qui a absolument. beaucoup de talent. Absolument. Donc c'est vrai que les artisans sur bois ne sont pas très très nombreux. Et lui, vraiment, il a développé ce savoir-faire en tout fait à fait. ancestral. Hein. Tout à fait, et puis il est très actif aussi. Hein. On le retrouve très souvent dans des galeries d'art. Il expose son savoir et partage aussi sa passion. Oui, Sa tout à passion fait. pour l'art. Vous nous aviez fait découvrir ce dire également, qui était très intéressant. Tout à fait. Voilà. Aujourd'hui, une autre rencontre. Oui, nous une autre attend. rencontre. Il y a une artiste qui est parmi nous ce matin, Ouais. qui nous vient du Canada et qui est partagée entre la France, le Canada
et qui expose actuellement à la galerie Ifrou Design. Le vernissage a eu lieu en début de semaine. Une galerie d'art qui est animée, qui est dirigée par Madame Amel Barra Kasmi, qu'on salue ce matin, si elle nous regarde, si elle suit les programmes de Canal Algérie. Et en fait, cet artiste vient pour la deuxième fois dans notre émission Bonjour d'Algérie. On l'avait reçue ensemble, Radia. Oui, il y a 2 ans de absolument, cela, elle avait exposé à la Fondation Asla Hossein. Absolument, tout à Voilà. fait. Alors, on la reçoit, on est très heureux de la recevoir ce matin. Bonjour Katia. Bonjour Nassiba. Bienvenue Bonjour, parmi Katia. nous. Merci d'être des nôtres ce matin. Merci à vous. Vous êtes artiste peintre. Vous exposez depuis samedi à la galerie d'art Ifrou Design. Très beau vernissage. C'était très animé. Il y a eu du monde. Ça venait, ça repartait. Et vous avez exposé une infime partie de votre collection. Effectivement. Voilà. Donc, J'imagine que fait- ça doit être laborieux quand même de déplacer des œuvres d'un pays à l'autre, donc d'où peut-être cette histoire d'ombre réduit. Non, en fait, sa collection est restée en Algérie. Très bien. Elle est restée en Algérie. Excellent. Et j'imagine qu'à la demande de pas mal de personnes, vous avez accepté de réexposer. Peut-être que vous n'aviez pas tout exposé à l'époque. Effectivement. Effectivement. Il y a quelques toiles au 2e étage à la mezzanine qui n'ont jamais été exposées. Oui. Donc, ça, c'était tout à mon honneur parce que beaucoup d'artistes n'ont pas eu la chance de voir mes œuvres. Donc, j'ai eu ce beau cadeau d'être reçue à la galerie Ifrou par Amel Barra, Oui. que je remercie en passant et que je salue en passant aussi. D'accord. La galeriste Amel Barra Kasmi qui dirige, je le disais il y a un instant, cette galerie d'art. Un petit espace mais bien aménagé. Elle est à sa 4e exposition. Hein. Et vous êtes à l'honneur en cette saison printanière. Vous êtes à l'honneur, Katia Chalal. Alors, on va peut-être retracer votre parcours, je dirais. Alors, je le disais il y a un petit moment, vous êtes une artiste partagée entre l'Algérie, la France, artiste peintre, vous voyagez entre la France, le Canada et l'Algérie. Effectivement. Vos origines, les parents sont nés à Béjaïa, à Mizour. À Mizour, effectivement, j'ai cette triple trajectoire, en fait. Une partie de mon enfance et de ma jeunesse, jeune fille en France, et l'autre partie de jeune fille et femme à Montréal. Et maintenant l'Algérie pour un projet qui me tient à cœur. Voilà, on en parlera dans un petit moment. Et cette passion pour l'art vous est venue comment? Adolescente, enfant, vous aviez une vocation, petite vocation, il y a eu un petit déclic, disons des aptitudes au dessin, à la peinture quand vous étiez enfant, adolescente? À l'âge de 12 ans, en fait, j'étais jeune fille et ça a été ma première peinture. J'ai fait ma première peinture sur soie. Je suis tombée dans ces couleurs et cet imaginaire, moi qui suis sportif. Je suis rentrée dans un univers complètement différent, dans une maison en fait. Cette dame faisait de la peinture sur soie, donc elle a vu mon émerveillement et elle m'a proposé de faire la peinture sur soie. D'accord, alors de là, il y a eu un petit déclic. Est-ce à que fait. vous vous êtes orienté vers des études artistiques ou autres? Non, pas des études artistiques. J'ai toujours aimé la chimie. Oui. J'ai toujours été attirée par la chimie. Donc, je devais être professeure d'éducation physique et je suis passée complètement à côté. Mais maintenant, je le comprends. En fait, ma profession, je suis technicienne en coloration. Donc, j'étais toujours dans la couleur, dans la chimie. Et Oui, vous voilà. restez dans la couleur en fait. Hein. Tout à fait. Alors tout vous à êtes fait. dans le monde du théâtre, du cinéma, Voilà, en fait. dans le showbiz, Voilà. au Canada. Oui, j'ai beaucoup travaillé avec beaucoup d'artistes nord-américains, canadiens, en fait, français et américains, parce que je travaillais avec des artistes dans le cinéma, en fait. Oui. Donc voilà, c'est toujours dans la création. Hein. Vous savez, quand on vous remet un scénario, vous devez recréer le personnage de ce scénario. Donc, Assez intéressant. Et vous trouvez du temps pour vous consacrer à votre passion? tout à fait.
tout à fait. On trouve Entre, toujours du temps. Le monde du cinéma, le théâtre, la peinture, mais... Oui. C'est-à-dire le cinéma qui est un carrefour finalement Voilà, de tous les tout à arts. fait, Hein. absolument. On a un petit mélange de tout. Oui, j'ai toujours vrai. baigné dans l'art. la culture. Oui, tout Dans à fait. l'art. Toute forme d'art, hein. Que ce soit littéraire, cinéphile. Et j'ai toujours été impliquée là-dedans et c'est un besoin, hein, c'est vital. Voilà. Donc oui, je trouve le temps de peindre. Je me suis permise de ne plus travailler en entreprise, mais de travailler de chez moi. Donc j'ai un immense appartement. Vous êtes autonome, vous êtes indépendante, je dirais. Voilà. Donc vous pouvez vous organiser comme vous le voulez. Oui. Et au moment où vous le voulez. Voilà, parce que c'est vraiment le moment présent, le ressenti. Et, oui. D'accord. Et donc la peinture enfin, elle est en vous, quoi. Elle vous habite, cette peinture. Tout à fait. Cette passion, elle vous habite, je dirais. Et elle a pris une place très importante. Donc la profession, ma profession de base, je l'ai mise de côté. Pour le moment, elle est en stand-by. Oui, mais quand je rentre à Montréal, mes amis, mes clientes m'attendent avec impatience et elles me suivent de très très près en fait. D'accord. En attendant, donc vous êtes en Algérie depuis quelques temps. Oui. Et on va découvrir cette exposition, si vous voulez bien. On va aller du côté de la galerie Ifrou Design qui se trouve au boulevard du Télémy et où expose Katia Chalal. Et le titre de cette exposition, c'est L'envol. L'envol. On y va? On prend l'envol, allez, on y va. L'envol, c'est le titre générique de cette exposition. Une exposition signée par l'artiste peintre Katia Chalal. Cette artiste franco-algérienne vit et travaille actuellement au Canada. Elle est venue partager dans son pays d'origine sa passion pour la peinture. La galerie Ifrou Design accueille en cette saison printanière ses œuvres d'art. Sur les cimaises, un aperçu de son travail artistique. J'aime bien ces couleurs, qui sont des couleurs très chaudes, même si elles démarrent du froid. Techniquement, elle maîtrise très bien son sujet. Et émotionnellement, je pense qu'il y a des choses, il y a beaucoup de choses. Il y a les 4 éléments qui sont là. Il y a l'eau, l'air, le feu, quelque part, oui. Il y a beaucoup de volume, beaucoup de matière et beaucoup de matériaux. Bien sûr, j'ai un coup de cœur pour la pièce qui est là, les collets. Dès que je les ai vus, j'aime bien ce genre de travail par ses couleurs, mais aussi par ses formes et tout. C'est une plasticienne qui produit beaucoup. Elle est professionnelle, elle vit de ça. Donc elle ne fait que ça. Et pour moi, cette exposition, c'est un clin d'œil. En fait, il y a beaucoup d'artistes qui n'avaient pas vu mes œuvres. Donc, et à la demande générale de plusieurs personnes, j'ai décidé de refaire l'expo auprès d'une femme. Ça, je tiens à le souligner, dans une petite galerie qui s'appelle Ifrou. Et pour moi, c'est un nouveau... je tenais absolument sur le flyer de mettre l'envol parce que c'est un nouveau départ. En autodidacte, Katia s'est frayé un chemin sur la scène artistique, tant à l'étranger qu'en Algérie. En Algérie, où elle expose pour la 3e fois consécutive. Ces toiles fragmentées en des séries thématiques révèlent et interpellent. Des toiles qui suggèrent et questionnent à la fois. Dans son espace plastique, l'artiste extériorise ses sentiments et états d'âme. Dans la joie ou la tristesse, un vécu, des préoccupations et une certaine philosophie de la vie. Katia, c'est une artiste sensible, chaleureuse, très simple. Ça m'a fait vraiment plaisir
qu'elle expose chez moi. Elle a illuminé l'espace avec ses toiles et avec sa peinture, les couleurs, les tons sombres et clairs et même les thèmes. Chaque œuvre a un thème et l'envol. Ça représente Katia. Oui, c'est la lumière de l'espoir, je pense, pour la dame qui a exposé, parce qu'on ne peut pas vivre de désespoir. Des fois, la vie, elle est cernée de belles choses et de moins belles, mais on tient toujours à ce qu'il y ait ces couleurs qui nous donnent espoir d'avancer et de ne pas un peu écouter les entraves de la vie. Dans cet art en mouvement, il y a toute une gestuelle en action. Entre ombre et lumière, un jeu de matières et de couleurs. Katia utilise essentiellement dans ses toiles de l'acrylique. Elle avance, explore et recherche. L'artiste fait appel à son imaginaire et laisse libre cours à sa créativité. Dans son univers, elle laisse parler son moi intérieur. Chacune de ses œuvres d'art procure une émotion particulière. En fait, elles expriment ses états d'âme. J'aime beaucoup son travail. On y devine quand même beaucoup de sensibilité, beaucoup de profondeur. C'est un travail où on sent déjà la matière également. On dirait au-delà même de l'expression artistique, de l'expression de la sensibilité qui s'en dégage. Il y a un très bon travail sur la matière. Donc c'est un travail, je dirais, un petit peu aérien. C'est de la vraie, c'est contemporain. Je rajouterais que c'était un voyage très paisible au cœur de l'univers justement de Katia Chalel. Merci Nassiba. Je vous en prie Radia. Tout l'honneur revient à Katia qui nous a fait partager sa passion et puis on s'est laissé aller. On a partagé vos émotions. Très belle exposition Katia Chalel. Merci, très belle expo. Merci beaucoup Nassiba. Je tiens à vous remercier spécialement pour votre professionnalisme et ce très beau reportage qui me touche. Merci Nassiba et merci aussi aux témoignages que j'ai pu écouter. Voilà. C'est vrai qu'il y a eu de beaux témoignages de la part des artistes, des amateurs d'art. Il y a eu du monde ce jour-là. Il y a des gens qui arrivaient, qui repartaient, et puis ça s'est terminé aussi par un récital poétique. Il y a eu un récital poétique aussi? Tout à fait, tout à fait. Juste après mon départ? Voilà, avec un petit chanteur, Mouloud, un grand chanteur, Mouloud, mais un jeune. Mouloud, qui a du talent, voilà. Qui joue très bien de la guitare et qui chante bien aussi. Hein. Voilà, effectivement. Tout à fait. Et en passant, je veux remercier aussi 2 personnes qui se sont déplacées de très très loin, d'Allemagne. Un ami et un autre ami qui est arrivé juste pour le vernissage d'Annaba. Ils ont fait ces déplacements, donc je les remercie. D'accord, Katia. Alors, on revient à cette exposition et puis votre projet, on en parlera dans un petit moment. D'accord. D'accord. Alors, cette exposition, donc il
Il y a des toiles qui n'ont jamais été vues, on les a vues dans le reportage, d'autres que vous avez déjà montrées au niveau de la fondation. Les amateurs d'art, les collectionneurs, les artistes ont eu le plaisir de contempler, apprécier aussi votre talent d'artiste. Et puis de passionné de la mer, je dirais. Je sens la mer très présente dans votre vie ou dans votre imaginaire, non? Oui, c'est vital. J'ai besoin d'eau. J'ai besoin d'eau, mais j'ai aussi besoin de nature. J'ai besoin d'être dans le calme, en fait. Et pour créer, je peux pas être dans l'agitation, je peux pas être dans les villes. Je prends du recul pour mieux revenir, en fait. Donc actuellement, vous êtes à Mizour? Oui. Sur votre projet? Dans les montagnes. Dans les montagnes, vous vous laissez aller. Très, très haut, vous laissez aller. Quand vous n'êtes pas au Canada ou en France, vous êtes à Béjaïa. Tout à fait. Dans la zone montagneuse d'Amizour. Tout à fait. Dans le calme, la sérénité, on travaille, on peint. Oui, on crée. Voilà, justement, alors, votre projet, actuellement, vous êtes sur un projet? Un projet titanesque, un projet, je pensais que qui vous tient à cœur. Vous m'en aviez parlé il y a 2 ans de cela. Il devait se concrétiser, ou là un peu plus d'1 an apparemment. Il devait se concrétiser il y a l'an dernier, mais finalement, voilà, ça a pris du retard. Vous êtes sur un grand projet. Oui, oui, en fait. Est-ce qu'on peut avoir? Vous n'allez pas tout nous livrer, certes. Il faut laisser la surprise. En tout cas, le suspense a été bel et bien entretenu depuis un moment. En fait, disons un petit aperçu. Je sais que vous travaillez actuellement, vous êtes à Amizour, vous avez travaillé sur ces toiles quand vous n'êtes pas au Canada ou en France. Vous travaillez sur votre projet. Un petit aperçu peut-être? Oui, en fait, je suis arrivée à ce projet dynamique, dynamisant, et on m'a freiné en disant ton projet est trop nord-américain, trop européen, il va falloir que tu le repeaufines, restructures. Donc ça a pris énormément de temps. Quand vous dites on m'a freiné, qui vous a freiné? Vous avez des personnes, mes mentors en fait. Il y a des mentors qui sont là, qui me suivent de très très près, entre autres 2 personnes. Qui suivent un petit peu votre évolution, votre parcours. Tout à fait. Et donc il a fallu que je restructure tout ce projet, que je repeaufine ce projet, ce qui m'a amené à repartir à Montréal, parce qu'ici c'est long, c'est lent. Et moi j'ai l'habitude de travailler rapidement, donc surtout en acrylique, on a besoin de... Donc j'ai freiné. Mais en freinant, cette année-là, ça m'a permis d'aller chercher les éléments qui manquaient. Je voulais travailler avec un anthropologue, avec un historien, un sociologue. Donc ça m'a permis de rencontrer les belles personnes avec des écrivains. Après, j'ai pris un stop, j'ai tous les éléments qui sont là, tous ces artistes et qui sont présents dans ma vie pour ce projet. Et puis après, en regardant ce projet, j'ai dit, il n'y a pas assez de femmes, donc il me faut des femmes. Il faut que je sois baignée aussi par la jante féminine. Donc et ça va se traduire comment? Ça va se traduire par une exposition? Tout à Travailler fait. sur des toiles avec des pigments naturels, Tout la à matière. Il vous faut de la matière première. Oui, voilà. De la matière brute, je dirais. Voilà, c'est de la matière brute. Vous allez chercher où? Alors, il y a en Kabylie et dans le sud algérien, en fait. Donc là, j'attends les autorisations. Je suis en attente. Je les attends. Oui, donc, vous s'ils ne pouvez m'écoutent... pas partir au sud et prélever comme ça, ramener de la matière. On disait tout à l'heure avec Rahina Aziz, on ne peut pas parce que... non, il faut des autorisations. Donc vous allez travailler avec de la matière première qui va être analysée dans un laboratoire. Et là, vous avez commencé à accumuler un peu de matière dans la région de Kabylie. Oui. Et là, j'attends le sud. Et vous les déposez où? Ils sont bien... Vous m'avez dit qu'ils sont bien conservés ils sont dans un labo? Oui, tout à fait, tout à fait. Donc j'ai voulu travailler avec des étudiants et des chercheurs. Donc c'est à l'université? Tout à fait. Donc c'est eux qui travaillent ces matières, qui stabilisent ces matières en fait. Voilà, donc en attendant, moi j'ai préparé mes planches, j'ai trempé déjà mes toiles brutes. Donc elles ont eu le temps de sécher et j'ai eu le temps d'être dans l'écriture et d'écrire pour accompagner ça par de l'écriture. Tout à fait. Parce que justement pour cette matière première, donc il faut la stabiliser. Oui. Par rapport à la toile, parce que ça risque un petit peu de moisir ou de faner ou de... Voilà, donc il faut penser aussi à long terme. Oui, tout à fait. Donc ça sera une grande exposition
Vous avez déjà un espace en tête ou Pour l'Algérie, je trouve que les galeries sont trop petites ici. Il n'y a pas assez de murs ouverts, il n'y a pas assez d'espace. Oui. Donc, le seul espace que je pensais, c'est Baya. Tout le monde me parle de Baya. Oui, la galerie d'art Baya, c'est quand même assez grand. Ça se trouve... Le Mama ne vous conviendrait voilà. pas? Ou le Vous Mama. avez volé les mots de ma bouche parce qu'on parlait du Mama aussi. Donc, il faut que... Le Mama, je connais. Baya, je n'ai pas encore visité. C'est assez grand quand même. C'est assez grand, mais peut-être que le Mama est plus... C'est l'espace le plus adéquat peut-être, parce que vous êtes dans un travail contemporain, Katia Chalal, donc le Mama peut-être s'y prête en fait. Oui. Mais là aussi, il faut une autorisation, il faut une demande. Il y a également un espace que les artistes oublient parfois. Il s'agit en fait du centre de convention. Le centre de convention d'Oran permet justement de composer l'espace désiré dans une superficie assez grande, assez importante, qui permet aussi d'installer un éclairage spécifique. Tout à fait, mais ça c'est un conseil. Si elle se veut, j'étais pas au courant. Oui, voilà, si cette exposition, bien sûr, pourquoi pas. Si cette exposition se veut itinérante, vous commencez par Alger, et l'expo peut-être sera itinérante, elle ira à Oran, rencontrer le grand public oranais, et pourquoi pas vers l'Est aussi, à Constantine. Oui. Parce que c'est un travail de longue haleine. J'imagine que vous allez vouloir partager cette exposition avec le grand public côté Est, Ouest, peut-être le Sud aussi, pourquoi pas. Oui, mais en fait, le titre est tellement fort de ce projet que ça ne touche pas que l'Algérie, ça touche toute l'Afrique du Nord, mais aussi toute l'Afrique. Donc ce projet... son socle, c'est l'Algérie, et après, ça va voyager dans d'autres horizons. C'est tout le mal qu'on vous souhaite en tout cas. Voilà, bonne chance d'atteindre ces horizons. Pour votre projet qui est en pleine maturité. Hein. Oui. Voilà, on vous souhaite. Je sais que vous êtes une battante. Oui. Et vous allez y arriver, Katia Chalal. J'en suis persuadée. Et vous faites du bon travail. Donc, j'imagine que vous allez y arriver. Donc, bonne chance. Merci. Un grand artiste que je respecte beaucoup nous a dit un jour qu'il fallait rêver grand et qu'il fallait essayer de concrétiser le rêve s'il est grand. Donc, ce sera beau. Je présume que ce sera beau. Merci beaucoup, Katia Chalal. Merci à vous. Merci d'avoir été des nôtres ce matin, Katia. En attendant, juste rapidement, elle doit partir la semaine prochaine en Turquie. Elle doit exposer à titre collectif en Turquie. Oui. Effectivement. D'accord. Et mon retour va se faire, je reviens le 28 dans la nuit du 28 au 29. Donc, j'ai demandé pour les étudiants, en fait, de faire une expo, parce que j'ai beaucoup de toiles sur Alger, donc de faire une expo-conférence à l'école des Beaux-Arts. On n'a pas déterminé la date, mais cette conférence, j'ai demandé aussi qu'on soit entouré de commissaires d'art. Il n'y en a pas beaucoup ici, donc je dis commissaire d'art parce qu'il y a une personne d'expérience qui est là et une galeriste. Je pense que les étudiants ont besoin d'entendre parler il y a des clauses, il y a des normes, l'art, un jeune artiste ou des artistes en général ne sont pas alignés, ils ne connaissent pas en fait le cheminement, la procédure à suivre auprès d'une galeriste, les per diem, le marketing, la communication. Alors on n'a pas plus beaucoup de temps. C'est important, nous ne disposons pas de plus de temps alors pour développer, mais on aura plaisir de le faire. En attendant, on peut découvrir votre exposition jusqu'à quelle date? Jusqu'au 2 mai. 2 mai, alors ça se passe à la galerie Ifrou Design. Ne boudez pas votre plaisir, vous pouvez découvrir cette belle exposition signée par Katia Chalal qui a pour titre L'Envol, une galerie animée et dirigée par Madame Amel Bara Kasmi. Merci beaucoup Nassiba Djaidir et merci également à Katia Chalal. Je vous souhaite vraiment bon vent pour tout ceci. Et mesdames, messieurs, je vous le disais, nous célébrons aujourd'hui la journée du savoir. Avant de recevoir le premier invité par rapport à cette thématique, voyons un petit peu cet entretien avec Abdelzak Gessoum qui nous dresse un gros plan justement de cette association qui a fait beaucoup pour l'identité algérienne. Il s'agit de l'association des oulémas musulmans, donc algériens. Voyons un petit peu cela. L'association des oulémas musulmans algériens
est presque l'association mère de toutes les autres associations. On appelle al-Jam'iyat en arabe. Donc c'est une association qui a marqué par sa création une réaction à une action. C'est-à-dire, la colonisation française a célébré les 100 ans de sa présence par une provocation grandiose. C'est-à-dire, elle a consacré presque une année à cette célébration. Non seulement cela, mais elle a ajouté, un porte-parole de cette manifestation colonialiste, a déclaré que nous célébrons aujourd'hui non seulement la présence de 100 ans de la France, mais nous célébrons également l'adieu à l'islam en Algérie, l'adieu de la langue arabe en Algérie et l'adieu de l'Algérie en Algérie. Or, Ben Bedis et ses compagnons se sont réunis, ils avaient déjà entamé des contacts bien avant, depuis 1913 presque. Ils ont commencé à réfléchir sur la création d'une association qui restituait à l'Algérien sa personnalité et son identité. Ce n'est qu'en 1931, après la provocation, exactement le 5 mai 1931, ils ont créé l'association des ulama musulmans algériens sous la devise « L'islam est notre religion, l'arabe est notre langue et l'Algérie est notre patrie », contrairement à ce que vient de déclarer le porte-parole de la colonisation. L'association des ulama se caractérise par plusieurs caractéristiques. Premièrement, elle a groupé tous les savants de toute l'Algérie, régions et écoles d'idées confondues. Il y avait les Mourabites, il y avait les Halafites, il y avait les Malikites, il y avait tous les Algériens, les savants algériens de toute l'Algérie, premièrement. Deuxièmement, ils ont, Ben Bedis et ses compagnons, ont soumis le cas de l'Algérie à une analyse objective et profonde. Ils ont déduit quoi? Ils ont déduit que la cause principale de tous les malheurs de l'Algérien, c'est l'ignorance. L'ignorance est la source de la misère, de la pauvreté et de la dépendance, qui veut dire la colonisation. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut commencer d'abord par sensibiliser le citoyen algérien sur sa personnalité et son identité. Ça se fera par comment? Ça se fera par une méthode multidimensionnelle, c'est-à-dire on enseigne à l'enfant pour le préparer à l'avenir. Lorsque je dis enfant, garçon et fille. Et encore, il faut insister sur une chose, la fille ne paye rien du tout, c'est gratuit. L'enseignement est gratuit pour encourager la fille à apprendre. Deuxièmement, organiser des conférences au niveau des cercles aux adultes. Troisièmement, créer, en plus des écoles, des mosquées libres qui n'obéissent pas à la colonisation. Et nommer des imams qui prêchent un discours islamique conforme à l'islam épuré et capable de sensibiliser et de mobiliser les masses en vue de retrouver leur identité, leur religion, leur personnalité et leur patrie. Ils ont créé quoi en plus des mosquées et de la presse? Parce qu'ils ont trouvé que sans la voix, sans la plume, sans la presse, on ne peut pas réaliser quelque chose de grand chose. Ils ont créé Shihab, ils ont créé plusieurs revues qui ont été supprimées par le colonel, mais à chaque fois qu'ils suppriment une revue, ils choisissent un autre titre et recommencent dans le... Alors, la dernière, c'est Al-Basair, qui existe jusqu'à toujours. Nous avons jusqu'à toujours le journal Al-Basair qui est hebdomadaire. Je suis un bon témoin de l'Institut Ben Bedis, parce que j'étais étudiant à l'Institut Ben Bedis.
Donc je parle en pleine connaissance de cause. L'association des ulama, après avoir entamé la tâche de créer les écoles primaires et certaines écoles secondaires, s'est donné également à avoir un institut pour préparer la jeunesse et tendu la main à la Zitouna et à d'autres universités du monde musulman pour justement créer un pacte entre la Zitouna et l'Institut Ben Badis. Pourquoi? Parce que le diplôme de l'Institut Ben Badis n'est pas reconnu en Algérie. Il fallait avoir une entité islamique reconnue comme la Zitouna en Tunisie. Et moi-même, j'ai passé l'examen sous l'égide des ulama zitouniens. Je le disais au début de l'émission, évocation aujourd'hui justement à la mémoire de tous ces oulémas qui nous ont donné beaucoup, qui ont consenti énormément d'efforts et de sacrifices en faveur de la levée de l'obscurantisme dans notre pays. Et pour en parler, aujourd'hui j'ai plaisir à retrouver Ahmed Gharigassen, astrophysicien, et puis également directeur de la culture islamique auprès du ministère des Affaires religieuses et des Waqf. Bienvenue. Merci, salam alaikum. Très bonjour. Content de vous retrouver dans l'équipe. Ça me fait plaisir de vous retrouver aussi. Ça va? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Bonne fête. C'est top, pourtant bonne fête également. C'est vrai que le savoir, ça se fête normalement. Ça devrait se fêter. Et en Algérie, tout simplement. Il n'y a que l'Algérie qui fête la science. D'accord. C'est déjà quelque chose de très important. C'est très important de le relever. Je pensais que les Tunisiens le faisaient aussi. Je ne sais pas. À ma connaissance, on est les Ils ont une journée comme ça du savoir, il me semble. Ah, mais bon, c'est normal. C'est normal que de dire cela parce que ce n'est pas une journée nationale. En revanche, chez nous, c'est une journée nationale. Exactement. Que nous célébrons avec plaisir depuis très longtemps. En fait, c'est pendant les années 80 que ça a depuis été. Les années 70 plutôt. 63, je pense. D'accord. Juste après l'indépendance, ça a été décrété comme fête nationale des sciences. Et apparemment, le choix du jour a été fait par Cheikh El-Bachir Ibrahimi, c'est lui qui a conseillé. Et il a fait le bon choix parce que le choix a été fait sur Ibn Badis, un homme, un savant, un alim algérien qui a fait l'unanimité auprès de tous les Algériens et jusqu'à présent il continue à faire l'unanimité parce que de tout temps il a choisi le juste milieu de la culture algérienne. C'est on dirait bien de lui l'Algérien musulman authentique. Fédérateur, c'était la locomotive un petit peu qui a aussi unifié cette corporation de ulama et c'était le leader depuis le début de la création de cette association. En fait, faut pas se méprendre parce que ceci est en partie vrai après la création de la... Parce que Ben Badis lui-même... Une fois l'association créée, c'était lui. Oui, il a été choisi. Il faut dire que lui-même n'était pas présent à la première réunion. L'Assemblée générale de création de la Jamaïa faite à Nadi Taraqi, lui-même était absent. Donc, et c'est les autres, c'est ses collègues, c'est ses pairs qui ont décidé que ce soit lui. Exactement. Non, il y a eu unanimité sur sa personne. Ibn Badis, c'est lui. Parce que tout le monde le connaît, il était au juste milieu. Parce que Ibn Badis, bien sûr, c'est un grand musleh. Mais il a été déjà rahmani. Donc, ce que les gens ne savent pas, c'est que Cheikh Ibn Badis avait une très belle voix. Et il venait avec Rakb al-Rahmani, quand les Rahmaniya venaient à Sidi Mohamed à Belcourt, c'était lui-même, c'était Ben Badis qui chantait quand il était présent, et c'était Ben Badis qui récitait le Coran parce qu'il avait une très très belle voix, une voix très chaude, une voix donc avec bien sûr le style andalou du Melouf de Constantine, et donc les gens lui demandaient de le faire lui-même. Et on a des témoignages, il y a des gens qui ont assisté quand ils étaient jeunes, et ils confirment que c'était Ben Badis qui faisait ça. Ben Badis, c'est aussi le fruit du travail
de 2 générations, parce que au début, en 1864, c'était l'année du grand deuil à Constantine. Oui. C'était pas à cause de la sécheresse, à cause des maladies, c'était à cause du décès de 2 grands savants. El-Makki el-Boutalbi, qui avait presque 100 ans, et son ami Ben Jelloul, 64 ans. Ils sont morts la même année. Les Constantinois ont cru qu'il n'y aurait plus personne pour enseigner. 4 ans après, il y a le Medjawi qui vient de Fès. Il arrive à Constantine, il crée un mouvement extraordinaire, il revient, il avait à peine 21 ans, 21-22 ans, et il lance comme ça, il commence à enseigner nuit et jour. Au début, il a enseigné le madrasa de Salih Bey, et puis les Français essaient un peu de l'intégrer dans le système, ils le mettent dans la médersa. Malgré ça, il continue à enseigner. Quand son ami Sherif El-Ouzani vient du Maroc vers 1890, il dit qu'on dénombre déjà plus de 900 disciples à Cheikh El-Medjawi. Déjà. C'est pas mal. Pendant les 20 ans d'enseignement, il avait déjà formé presque 900 personnes. Et puis, il faut dire que le Medjawi a vécu jusqu'à 1914. Donc, on peut bien imaginer qu'est-ce qu'il a pu faire comme révolution. Et du fruit du travail de Medjawi, qu'est-ce qu'on a? On a Cheikh Hamdan Ounissi, grand maître de Ibn Badis qui est très connu. On a aussi le grand mufti de Constantine, El-Mouloud Ben Mouhou. Et les deux ont été maîtres d'Ibn Badis. Donc, Ibn Badis n'est pas venu comme ça, ce n'est pas une création ex nihilo, c'est le fruit d'un travail qui a été fait. C'est la 3e génération d'un travail de fond qui a été fait. Et donc Ibn Badis, il arrive et puis il trouve déjà, il y avait une assise. Déjà le jour où il termine l'exégèse du Coran, le premier qui va déclamer son poème, c'est Cheikh Ahmed El-Bouhouni, qui était élève de Medjawi. À la hauteur de ses 90 ans, c'est lui qui déclame le premier et on a encore le poème. Donc pour vous dire que l'Algérie n'était pas vide. Et puis le besoin de créer une association, le besoin de créer une structure pour essayer d'organiser tout ça, parce qu'il y avait Cheikh Al-Alawi qui était à Mossaganim, qui avait ses journaux, il disait qu'il fallait une structure, on parlait de partis, on parlait d'associations. Il y a Cheikh Mouloud C'est mettre un Hafidi. petit peu la religion au profit justement des revendications identitaires, des revendications aussi anticolonialistes. Bien sûr. C'était ça aussi l'objectif. Il y avait aussi le centenaire. Le centenaire de l'occupation de l'Algérie a été reçu par les Algériens comme une agression à leur identité. 1930. 1930. Première réponse des Algériens, création de l'Mousselia à Alger, janvier 1930, pour répondre. Et là aussi, le Mousselia, c'était pour garder une partie de l'identité des Algériens qui était à travers la musique, l'héritage culturel. Donc, pour essayer de s'agripper à ce qu'on a, ce qui reste de notre culture. Et puis, un an après, c'est bien sûr Jamiat al-Ulama. Jamiat al-Ulama a été créé où? À Nadi Taraqi. Nadi Taraqi a été créé pendant les années 20 par les notables d'Alger. Au centre d'Alger, ils ont choisi l'appartement, ils l'ont bien situé, et puis ils ont lancé plein de clubs sportifs, comme le Mouloudia d'Alger a été créé à Nadi Taraqi. Maintenant, on sent le besoin il dit... Il n'y avait pas Cheikh Khaled aussi, l'Amir Khaled, bien sûr. Ah, oui. Qui était aussi un petit peu... qui avait encouragé l'idée à l'époque. L'Amir Khaled a aussi, il a joué le rôle de catalyseur, parce qu'autour de lui, un personnage tel que l'Amir Khaled, il y a toute la notabilité. Puis il a été aussi exilé à Bousaada, donc il a aussi cette possibilité de lier des liens, de faire des liens entre le sud, Alger et puis Mascara, d'où il est origine. Donc il y a tout ce travail qui a été fait. Il y a Abdel Halim Ben Smayar, le grand savant d'Alger, qui a résisté seul. Et puis il y a le travail des journalistes, Omar Ben Qaddour, Omar Rassim et toute la clique qui ont créé les premiers clubs, Club Salih Bey à Constantine, Nadi Taraqi à Alger. Tout ça a fait qu'il y a eu quand même, comme on dirait en arabe, zakham. Donc il y a eu un travail qui a été fait. Et puis, il y a Cheikh Ben Badis avait mis sa plume au service aussi de l'Algérie. Oui, Cheikh Ben Badis. On peut le qualifier de journaliste quand même. Bon, c'était des écrits journalistiques, mais aussi des nouvelles, des écrits sur l'exégèse du Coran, des écrits justement par rapport à la connaissance du Saint-Coran et aussi aux préceptes de l'islam. C'est peu pour lui. Ben Badis... Le journaliste n'est pas réducteur, je dis une des multiples facettes. Exactement. Ben Badis... Poète, journaliste, réformateur. Donc, Ben Badis, c'est tout simplement l'un des pères fondateurs de l'Algérie contemporaine. Tout simplement. Parce qu'il a su intégrer en lui
toute l'identité algérienne. Donc c'était un mystique, c'était un mousleh, c'était un savant, c'était un journaliste, il a tout fait. Donc il était là, c'était aussi un homme infatigable. Et puis au milieu de sa vie, il a vécu un drame familial. Il a perdu son fils qui avait à peine 11 ans dans un accident, et ça n'a pas empêché de terminer le cours. Donc, et pleurer par la suite. Il a pleuré, donc il a versé une larme, il a fini son cours et puis après il est parti enterrer son fils. Ça, c'est une histoire Hamza Bkoucha, quand il dit que Cheikh Ben Badis leur a encore raconté l'histoire de son retour de Tunis, il leur dit que j'ai encore le son des youyou, Zaghrita, de ma mère. Quand je suis rentré, il y a mon père qui ouvre la porte, il lui dit Zagharti ala oulidek, il revient alim de Tunis. Oui, donc c'est tout ça Ibn Badis. Et puis, donc, pour revenir à la création des Jum'at al-Ulama. S'il a continué aussi d'exercer, c'est parce qu'il avait aussi, il était dans l'improvisation souvent. Il se retrouvait dans des sites, des endroits où il prêchait comme ça de façon improvisée, et c'est pour ça que comme ce n'était pas programmé, le colonisateur n'a pas toujours pu justement voilà, l'incarcérer ou plutôt le réprimer. Ben Badis aussi, c'était un homme très sage. Oui. Donc, il faisait ce qui était possible lorsque c'était possible. Et il allait chez tout le monde. Donc, il a visité pratiquement toutes les zaouïas. Et c'est dans les vieilles zaouïas qu'il choisissait ses élèves. Il leur demandait d'aller rejoindre son institut à Constantine. Et comme c'était un homme sage, un homme très doux, et on le voit à travers son regard, c'est un homme très calme. Et on voit la sérénité en lui, qu'on ne retrouve pas même chez ses propres compagnons. Donc, il y a un compagnon qui avait un comportement de bourgeois. On connaît leur histoire, on connaît tout le détail maintenant. Mais lui, Ibn Badis, c'était il était humble, il était modeste, il était... Et puis, il y a aussi la participation, la contribution des notables d'Alger, des notables d'Algérie. Omar Smaïl, qui était un grand commerçant ici à Alger, il leur a offert 1000 francs pour l'organisation de la réunion de création de l'Jam'iyya, et 1000 francs pour celui qui réussirait à créer le Jamaïa. Et c'est comme ça que Ahmed Toufiq al-Madani s'est attelé à faire le travail, et ils ont créé le Jamaïa. Comme ça, donc il fallait la contribution de tout le monde. Et ils ont rallié tout le monde était venu, bien sûr, Zawiya al-Hamel avec tout son poids, il y avait Cheikh al-Alawi qui était on a vu tout à l'heure l'image de Zawiya al-Hamel, justement, et de tous ces savants qui allaient à l'intérieur. Il y avait le Cheikh al-Qassimi qui était ici, et il y a aussi, c'est des Zawiyas qui ont contribué. Et tout ça, ils n'ont pas aussi, il y avait Abou Liqdan qui était avec eux. Le grand journaliste, Mouzabit, qui était ibadite, il n'y avait pas de problème, il n'y avait pas de ségrégation, il n'y avait aucune différence. Du moment qu'on vivait tous les mêmes problèmes, du moment qu'on aspirait tous à la même société, qu'on regardait tous dans la même direction. Et donc c'est tout ça, c'est comme ça que ça a foisonné et ça a marché. Mais pourquoi? Parce que tout ça, c'est des lois sociétales. Donc quand on veut travailler, il faut une force pour avancer. Absolument. Et la force est une valeur vectorielle. Donc, elle a et le module et la direction. Donc, si on se met à travailler ici autour de la table et chacun tire de son côté, on va casser la table et on va... Mais si on veut la pousser, il faut pousser dans la même direction. Et c'est ce qu'ils ont fait. La force doit être là et pousser de l'avant. Exactement. Et aller dans le même sens. Très bien. En tout cas, c'est que ce que vous disiez par rapport à tous ces savants qui entouraient Abdelhamid Ben Badis, c'était très intéressant. Il faut redonner à César ce qui lui appartient. Bien donc, sûr, vous l'avez fait, vous l'avez si bien fait aujourd'hui, Ahmed Elie Garsen. Donc on a pu découvrir les coulisses de cette genèse de l'association des oulémas algériens musulmans. Et donc c'était très intéressant. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Si Ahmed Ben Badis était de ce monde aujourd'hui, il aurait certainement écrit quelque chose par rapport à Al-Aqsa. Cet incendie qui s'est déclaré hier, c'est quand même triste. Vous qui parlez en tout cas, de manière générale au monument de la culture islamique. Avant la création de l'État sioniste en Palestine, ils avaient déjà alerté l'opinion publique. Ils ont fait un travail. Il faut dire que le travail de recensement des awqaf maghrébins à Al-Quds a été fait par des Algériens, Cheikh Mohamed Al-Assimi, avec Cheikh Taïb Al-Uqbi, avec Cheikh Mohamed Baba Ammar. Ils ont fait tout un travail qu'on ne retrouve pas, hélas. On ne retrouve pas, dans les centres d'archives, on ne retrouve pas ce travail parce qu'il est très important. Donc déjà à l'époque, ils étaient très sensibles. Vous savez, quand on est
quand on est dans une condition précaire, on devient sensible à tout type de précarité. Oui, donc, tout à fait. quand on voit des gens lésés, bien sûr, on compatit parce qu'on est dans la même condition. Et Dieu seul sait de quoi souffraient les Algériens à l'époque. C'est pour ça qu'ils étaient sensibles à toutes les souffrances. Ce qui se passe maintenant à l'Aqsa, et ce qui se passe, donc, ce qui est affreux, c'est l'embargo qui est fait autour de Gaza depuis des années maintenant, Oui. et personne ne dit un mot. Et où sont les droits de l'homme, où sont les droits de ces Palestiniens? Ils sont bien sûr sous occupation, ils ont leurs droits, ils ont le droit de vivre, le droit à la vie, le droit à la dignité. Tout le monde a droit à ça. Et donc, Abdelhamid Ben Badis, s'il était vivant de ce monde, je pense qu'il choisirait de remourir parce que tout ce qu'il a fait. Parce qu'il aurait eu mal de voir quand même ce monument, ce symbole de notre religion qui est malmené, et en proie à des feux. Et qui a été miné de l'intérieur par une doctrine qui essaie d'utiliser la religion pour détruire la religion de l'intérieur. Parce que notre religion, c'est la religion qu'on a héritée de nos ancêtres. C'est des gens, vous avez vos grands-parents, vous avez qui prônent des valeurs humaines intrinsèques, effectivement. Je raconterai juste une petite anecdote. On raconte qu'une fois, pendant la colonisation, pendant l'occupation française, en Kabylie, dans un village, il y a un groupe de bonnes sœurs qui vient et qui essaie d'attirer un peu les vieilles femmes, et avec des aides, avec des ceci et des médicaments et tout ça. Et puis une fois, il y a l'une des vieilles qui va voir là, il lui dit: ah, vous savez ce qui vous manque? Vous êtes parfaite, vous êtes une musulmane, ce qui vous manque, c'est la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Oui. Et du coup, bon, avec tout ce qu'ils ont fait, mais l'autre a compris l'essentiel de l'islam, c'est la simplicité. Et c'est avec ce terme, donc c'est la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, quand on y croit, quand on l'a dans le cœur et quand on le projette autour de nous. C'est ce qui fait qu'on devient musulman. C'est le musulman authentique, c'est l'Algérien authentique. Absolument. Et qui est prêt à faire des sacrifices pour que d'autres gens profitent et qui se sentent bien aussi. Voilà, le bien-être donc de la collectivité qui prime sur le bien-être personnel. Exactement. C'est un petit peu l'apanage ou la base justement de l'islam. C'est comment on dit en arabe, al-muslimu man ahabba li nafsihi ma ahabba li ghayrihi ma yuhibbu li nafsihi ma yuhibbu li ghayrihi. Voilà, avoir les préférences en fonction des besoins de l'autre, c'est important pour le musulman. Merci beaucoup Ahmed. Merci à vous. Donc Grig Hassen, je rappelle que vous êtes astrophysicien, d'où l'histoire du vecteur, oui, du vectoriel et de la force et de la puissance. Donc on comprend tout de suite la vulgarisation du scientifique que vous êtes et vous êtes également directeur de la culture islamique auprès du ministère des Affaires religieuses et des Waqf. Merci encore. Merci à vous. On sera ravis justement de faire une prochaine escale avec vous pour Inch'Allah. Découvrir les monuments de notre islam. Inch'Allah. Merci infiniment. Merci à vous. À ceux qui sont avec nous ce matin et qui iront jusqu'au bout de l'aventure. Dans un moment, un dernier plateau, toujours par rapport à la journée du savoir. Mais avant, découvrons un petit peu ce portrait d'une diplômée du CNEPD, donc qui est venue avec ses idées, ses rêves. Voyons un petit peu cette rencontre et on retrouvera nos derniers invités. Il est 9h du matin, Soraya est déjà derrière son bureau, attendant l'arrivée de son premier client. Agent commercial dans le domaine du tourisme, son travail consiste à accueillir les clients, les conseiller pour répondre au mieux à leurs besoins et leurs envies au meilleur prix. Elle procède à l'organisation, la vente et le suivi de leur séjour. Cette licenciée en droit a pu acquérir ce travail après une formation au niveau du Centre national d'enseignement professionnel à distance. Je fouillais sur la page Facebook du CNEPD. J'ai trouvé qu'un homme une formation tourisme, option guide touristique. Ça m'a impressionnée, alors j'ai commencé à faire je suis partie vers le CNEPD. J'ai pris tout ce qui est coordonnées, dossiers et le contenu de la formation. Je me suis inscrite à la formation du CNEPD et j'ai commencé à faire ma formation. La formation de Soraya a duré 2 ans, plus 6 mois de stage pratique pour la réalisation de son mémoire. Je prenais mes cours à distance. Ça se passait comme ça. Je prenais mes cours et soit on me les envoie, je pars et on a des cours, des regroupements
Et aussi, il y avait des profs qui nous guidaient. Et même durant le mémoire, il y avait aussi un encadreur. On était bien encadrés. Cette formation a permis à Soraya de réaliser son rêve d'enfance. Cette formation m'a ouvert beaucoup de choses, m'a ouvert beaucoup de portes. C'est par rapport c'était un rêve et j'ai réalisé le rêve d'exercer le métier d'agent de voyage et de guide aussi parce que je fais des sorties à travers le territoire national en allant vers d'autres destinations à part Alger et d'autres wilayas vers Buira, Tikjda, Tismsil, Tniyat el-Had, de visiter les sites, de prendre des familles, de sortir vers même à l'étranger. Ça m'a permis de découvrir. Après 2 ans d'expérience, Soraya pourra prochainement ouvrir sa propre agence de voyage. Et c'était là la voix de Sabrina Khlifi qui nous dressait le portrait de cette jeune rêveuse diplômée du CNEPD. On va parler justement d'encouragement des porteurs de projets par une autre institution. Il s'agit de l'Envredette, dont un représentant est parmi nous ce matin. Il s'agit du chef de département management de cette institution. Bienvenue à Rabah Frada, c'est fait. Bonjour. Bonjour madame et merci pour l'invitation. Tout l'honneur est pour nous, bien sûr, de pouvoir parler un petit peu du savoir et de la transmission du savoir. Ouais. L'exploitation de justement du génie de tous ces porteurs de projets. Qu'est-ce que vous pouvez nous en dire déjà pour un petit peu présenter l'Envredette? D'accord, donc c'est l'Agence nationale de valorisation des résultats de la recherche et de développement technologique. Donc c'est un établissement public à caractère industriel et commercial. Elle est créée par la loi 98 sur la recherche et elle a pour mission de jouer le rôle d'intermédiaire entre un monde académique qui est chargé de produire de la connaissance et le monde industriel qui va exploiter ces technologies et ces innovations. Donc à travers ça, l'Envredette va identifier d'abord les projets innovants et va assurer des services d'accompagnement pour assurer une maturation de ces idées, de ces projets et ensuite de mettre en lien ces entreprises et ces chercheurs pour une éventuelle exploitation et commercialisation. Et bien évidemment, c'est un écosystème, il y a plusieurs acteurs qui contribuent dans cette démarche. Et là, justement, nous encourageons toutes les initiatives et tous les projets qui visent à promouvoir l'esprit d'innovation en Algérie. Donc, si j'ai bien compris, l'Envredette, c'est tout un réseau. C'est tout un réseau donc, de cadres à même justement d'accompagner un porteur de projet, un chercheur en l'occurrence. Et ce réseau, cette toile tissée par l'Envredette n'est pas une toile figée, c'est une toile mutante, c'est une toile qui va bouger en fonction de chaque projet, c'est bien cela. C'est tout à fait d'accord, je suis tout à fait d'accord avec vous parce que l'innovation, c'est quelque chose de dynamique, en même temps c'est quelque chose de complexe et c'est quelque chose d'évolutif. Donc on ne peut pas effectivement mettre un processus linéaire et on ne peut pas mettre des règles figées, donc des procédures, un cadre, un moule. Donc dans l'innovation, il y a toujours des choses qui sortent du cadre. Et voilà, donc, sinon, ce ne serait pas nouveau. Exactement. Sinon, ce n'est pas innovation. Donc effectivement, il faut s'adapter. Il faut avoir cette intelligence de répondre aux besoins spécifiques de chaque porteur de projet, de chaque innovation. Et c'est là justement le travail dur que nous essayons d'accomplir. Mais j'imagine qu'il y a quand même des éléments qui sont communs à tous ces chercheurs et que vous essayez un petit peu de développer. Ce ne sont pas des marketeurs, comme on dit, ce ne sont pas des spécialistes du marketing, ces chercheurs. Comment est-ce que vous arrivez à les aiguiller par rapport au marché du travail, par rapport à l'industrie, par rapport à comment vous faites? Oui. Effectivement, c'est-à-dire le porteur de projet, quand il sollicite l'Envredette, quand il vient chez nous, donc en premier lieu, il a une invention scientifique et technique. Donc ce qui manque, effectivement, c'est le côté commercial et économique de la chose. Et là, il y a deux aspects. Il y a le marché, le besoin sur le marché, et sur l'industrie. Et des fois, c'est des sciences, c'est des innovations qui dépassent le besoin du marché. Et donc là, c'est difficile de le commercialiser. Des fois, c'est pas au niveau du projet, de l'innovation qui se pose le problème, c'est au niveau de la personne. Parce qu'un chercheur, des fois, il n'est pas motivé par
par la commercialisation, par l'industrie. Ils disent que nous sommes des chercheurs, des scientifiques. On développe le savoir, on met au point des solutions. Mais tout ce qui suit ensuite, tout ce qui vient ensuite, c'est-à-dire la commercialisation, le business en général, ça c'est l'affaire vraiment des entrepreneurs et des entreprises. Donc nous essayons de... On vient de voir un chercheur avec avec savant. son petit cobaye sur la main. Oui, un savant. Donc c'est ça, nous essayons. C'est le professeur Tanahadi qui a travaillé pendant de longues années sur justement le sida. Ah oui. Oui, oui. Ils sont établis à l'étranger, donc c'est notre diaspora qui est vraiment riche et on a un fort potentiel à l'international. M. Meliti, ici présent donc, sur cette image, lui a intégré la NASA de par justement ses démarches, ses recherches, etc. Et je sais, j'ai eu écho que Lanvredette accordait une importance actuellement à tous ces cerveaux qui sont à l'étranger, à tous ces chercheurs algériens établis en hors territoire. Oui, on a effectivement une expérience et là je vois Belkacem Habba, c'est vraiment... Voilà, et c'est un chercheur qui a plus de 1000 brevets d'invention. Donc vraiment, c'est une lumière. 1000 brevets, ce n'est pas donné à tout le monde. Hein. Ouais, c'est quelque chose d'extraordinaire. Voilà. Dans la santé, M. Zerhouni également. Oui, aux États-Unis. Toujours aux États-Unis. Oui, effectivement. C'est vrai que la recherche est très développée quand même dans ces pays. Ça permet un petit peu d'aboutir à des idées, comme vous le dites, qui ont peut-être parfois des limites et des petites barrières ici même. Donc, parce que la technologie évolue quand même à une autre cadence, il faut le dire, au Maghreb. Oui, exactement. Si on prend par exemple l'exemple des États-Unis, c'est la Silicon Valley. C'est tout un espace c'est un climat en quelque sorte, un climat favorable à l'innovation, à la création. Il y a tous les moyens qui appuient ces innovations, notamment des dispositifs financiers, des business angels, c'est-à-dire des investisseurs qui viennent et qui s'investissent dans les innovations. Parce que quand on dit l'innovation, il y a tout à fait un mot qui vient avec, c'est le risque. Donc, mais cette culture de prise de risque, elle est forte chez les entrepreneurs aux États-Unis. Absolument. Ouais. Donc nous avons vu une multitude de chercheurs algériens établis à l'étranger à l'instant. Ouais. Et Lanvredette essaye de développer, de dresser des ponts avec la diaspora justement depuis quelque temps. Ouais. Il y a une démarche assez particulière dont on parlera peut-être tout de suite. Oui, bien évidemment. On a une expérience dans ce cadre. C'est le programme d'appui à la création d'entreprises innovantes en Méditerranée. L'idée, c'est quoi? C'est de mettre en place un dispositif de co-incubation, co-accompagnement. À vrai dire, c'est la diaspora maghrébine établie en France et qui veulent concrétiser le projet d'innovation dans leur pays d'origine. Donc, ils débutent leur processus de commercialisation en France, sur tous les aspects scientifiques, techniques, prototypage et le produit. Et vient ensuite l'accompagnement sur les aspects commerciaux et économiques dans les pays d'origine. Donc en Algérie, on a quand même une vingtaine de projets que nous avons accompagnés, et une dizaine à peu près qui ont créé des startups. Donc ils ont quand même réussi à créer des startups en Algérie. Donc des startups ont vu le jour grâce à l'intervention de Lanvredette et l'accompagnement par le biais de cette collaboration. Effectivement. Donc on les a accompagnés financièrement et techniquement. Parce que effectivement, c'est des gens qui sont établis en France, donc ils ne connaissent pas vraiment le marché algérien et les dispositifs, les institutions qui peuvent les aider. Donc on essaye de les accompagner, de les aider, et il y a des résultats très intéressants dans ce cadre. Oui. Très bien, des résultats probants que vous mettez en lumière lors de manifestations organisées par Lanvredette, des salons entre autres, qui permettent aussi de découvrir cette institution d'accompagnement, mais aussi les réalisations. C'est vrai. Donc on est présent dans plusieurs manifestations, les salons de la recherche, même parce que nous ne sommes pas spécialisés dans un domaine donné, mais tous les domaines pratiquement. Donc il y a le salon par exemple sur le recyclage des déchets. Donc là il faut effectivement développer des technologies pour pouvoir
valoriser cette matière première que je dirais, c'est matière première. Et c'est vraiment une thématique d'actualité. Actuellement, c'est vraiment tous les efforts consentis convergent dans ce sens, tout secteur confondu. Hein, effectivement. L'énergie aussi, oui. Donc tout ce qui touche à l'énergie solaire, photovoltaïque, donc aussi on a des projets, donc on essaye de participer d'abord le dispositif en vedette pour la visibilité de l'agence et aussi pour la visibilité des portes de projets des chercheurs. Donc c'est toujours des occasions pour mettre en contact, en lien les chercheurs et les industriels. C'est la mission principale de notre institution. Voilà, il y a une loupe sur cette image, il y a aussi des symboles du savoir qui sont le livre, le microscope pour justement les sciences liées à la biologie entre autres et à la médecine ou autre. Et c'est cette carte justement de l'Algérie. L'Envredette couvre justement tout ce territoire pour essayer d'être à l'affût des projets novateurs de ces chercheurs qui sont peut-être livrés à eux-mêmes dans les universités algériennes. Oui, ça il faut le dire parce que c'est vrai. Ailleurs, par exemple, je reviens juste sur les missions de l'université parce que à la base, l'université elle est chargée de l'enseignement, c'est la mission principale. Ensuite, la recherche. Et maintenant, il y a une troisième mission qui est le transfert de technologie. Donc, l'université doit accompagner l'évolution industrielle et doit répondre aux besoins socio-économiques des nations, du pays. Oui. Et donc, à travers ça, les universités essayent de créer des structures, à l'instar des incubateurs, des bureaux de transfert de technologie. C'est des structures qui essayent d'accompagner les chercheurs au niveau local et au niveau régional. Et donc, ça booste l'évolution de la technologie dans le pays éventuellement. Oui, effectivement, c'est ça. Donc l'Envredette seule ne peut pas faire tout ce travail à elle seule. Donc nous essayons aussi de mettre en place des incubateurs, c'est des structures qui vont accompagner les porteurs de projets. Et si vous permettez, il y a aussi deux voies. Donc un chercheur, il peut céder son innovation pour une entreprise qui existe, comme il peut créer une start-up. Très bien, il peut lui développer donc son idée au fur et à mesure. Voilà. Parlons un petit peu d'un exemple ou deux pour finir. Des exemples marquants, justement, des projets quand même qui vous tiennent à cœur, que vous aimeriez peut-être mettre en valeur. Oui, je ne sais pas ce que c'est juste de citer deux exemples parce qu'il y en a tellement. C'est largement suffisant, nous arrivons à la fin de l'émission déjà. Il y en a tellement, mais déjà il y a un dispositif en télémédecine par exemple. C'est une dame, docteur en médecine qui a mis au point un dispositif, c'est un appareil pour tout ce qui est problème cardiovasculaire. Il est en développement, mais déjà c'est un projet très, très ambitieux que nous accompagnons actuellement. Notre exemple, dans l'agriculture par exemple, on a un projet aussi national donc c'est dans l'hydroponie. Donc c'est un dispositif qui aide à cultiver le fourrage vert. Donc en 7 jours, on peut avoir du fourrage pour nos vaches et pour la production c'est bien pour les agriculteurs. Ils vont avoir de beaux jours devant eux grâce à cette innovation. Voilà. En tout cas, bon courage pour cette mission ô combien noble. Et je vous remercie, donc, Monsieur Frada Rabah, de nous avoir permis, une fois de plus, de parler de l'Envredette, de son rôle et de cette multitude de chercheurs algériens. Une intelligentsia qui sommeille et qui va nous donner de beaux jours devant pour la technologie en Algérie. On l'espère bien. On l'espère et on le souhaite. En tout cas, merci infiniment. Et puis, je terminerai sur une ou deux informations culturelles, mesdames, messieurs. Si vous êtes du côté de Paris, n'hésitez pas à vous rendre au Centre culturel algérien. Dès le 19 avril prochain à 20h30, vous aurez l'occasion de revisiter le répertoire de Cheikh El-Hajj Mohamed El-Tahar El-Ferghani, donc qui est à l'honneur. Donc, c'est un concert hommage à cette personnalité qui nous a quittés, hélas, il y a quelques années. Donc, si vous voulez découvrir ou réécouter le malouf de vos ancêtres, n'hésitez pas surtout à découvrir ces mélodies. Il y aura le fils justement de Cheikh Mohamed El-Ferghani qui sera présent, Salim et Mourad également Ferghani aux côtés de la chanteuse Leila Abdelli. Et puis si vous êtes également, donc là ça se passe au Centre culturel algérien,
C'est toujours aussi l'occasion pour vous peut-être de découvrir un autre concert, cette fois-ci le 20 avril prochain à 20h30, toujours les mêmes horaires. C'est un concert de musique arabo-andalouse avec l'ensemble andalou de Paris. Rappelons que cet ensemble a été créé en 2010 avec l'association donc qui a été dirigée, qui est dirigée actuellement par Abdelkerim Ben Sid et qui est issue des membres fondateur de l'association des anciens élèves de l'orchestre traditionnel de l'école de Tlemcen. J'espère que vous apprécierez donc ces deux concerts, mesdames, messieurs, si vous êtes du côté de Paris et aussi centre culturel algérien dans cette capitale française qui souffre actuellement de ce feu qui a ravagé hier Notre-Dame d'Afrique, un autre monument universel. Vraiment, je compatis à la douleur de tous ces Parisiens qui ont vu justement Notre-Dame en proie au feu. Merci mesdames, messieurs, Notre-Dame de Paris, donc je disais. Merci infiniment de nous avoir suivis. Bonne suite des programmes avec justement mes collègues de la chaîne Canal Algérie. Je vous souhaite entre autres une bonne journée et une bonne fin de semaine avec justement mes collègues Amal Almi et Mahrez Rabia qui vont justement vous donner le meilleur de l'actualité en matinée. D'ici là, portez-vous bien et à lundi.